Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma des grands et des petits écrans avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans ce deuxième épisode de la saison 5, consacré au format sceptique en série et en l'occurrence à la série animée du Mouvement de la Terre. Nous sommes aujourd'hui avec Vivien et Trouts. Comment ça va les gars ? Salut. Ça va. Fatigué ? La rentrée ? Ouais, dur. Bah, c'est Désolé, plutôt trop de pour mon fils que c'est dur. Alors, toi, tu peux redire bonjour parce que je t'ai mis muet puisque tu étais en train de discuter, on t'entendait. T'aurais peut-être la zut. refaire. Ouais. Bonjour. Comment ça va ? Écoute, Pas ça trop- va, un pas peu trop fatigué. Si, complètement. Je suis éclataxe. Est-ce que c'est la série du jour qui te met dans cet état moralement d'épuisement ? Pas du tout, parce que j'ai beaucoup aimé, mais non, c'est les formations, là, je suis en formation pendant 2 semaines, et c'est très, très intense, et là, on clôture avec ça, et là, je suis pas chez moi, j'aimerais bien rentrer chez moi, mais je suis resté pour enregistrer le podcast, c'est dire mon amour pour ce podcast, et puis pour la série aussi, parce que je l'ai vu, et j'avais vraiment envie d'en parler. Je suis d'accord avec toi, je trouve qu'un bon petit budget d'hérétique, ça met toujours du baume au cœur. Alors, je rappelle Et des bonnes juste odeurs que dans les nous narines. Des bonnes odeurs. Oui, ouais, c'est ça. Je rappelle juste que nous présenterons brièvement l'œuvre et nos avis à son sujet en vous évitant les spoils, histoire de vous motiver à la regarder. Avant de passer à la deuxième partie, où nous discuterons le fond dans sa totalité sous un prisme sceptique. Je rappelle juste que nous présenterons brièvement l'œuvre et nos avis à son sujet en vous évitant les spoils, histoire de vous motiver à la regarder. Avant de passer tout de suite après à une deuxième partie où nous discuterons le fond dans sa totalité sous un prisme sceptique. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité, et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord et nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur le fait divers, Facebook, Instagram, Threads, Twitter, TikTok et LinkedIn, bien que plus actifs en particulier sur Instagram et Blue Sky. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou les œuvres. Nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration et à l'émission, voire au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via PayPal ou Helloasso. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement à la série du jour du Mouvement de la Terre. 何度でもスケブこのくらいよルの海中になってもここに残しておきたいんだよこの秘密をだんだん食べる Avant de vous présenter l'œuvre du jour, une petite information importante, quelques changements sont à prévoir pour la série. Nous avons en effet pris d'un commun accord la décision de découper nos épisodes en deux afin de moins nous surcharger, ce qui veut dire que les épisodes faisant à peu près 2h30 habituellement seront découpés en approximativement 1h15 chacun. Et nous avons aussi, et ça je vous l'ai déjà dit un tout petit peu avant l'introduction, décidé de faire la partie présentation sans spoil, quasi essentiellement ce qui ne sera pas du tout avec des spoils, juste peut-être nos avis derrière, et ensuite on passera tout de suite à la partie spoil, histoire de pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet et qu'on vous ait quand même un petit peu donné envie d'aller la voir, si jamais vous ne connaissiez pas, avant de revenir écouter la fin derrière. Voilà, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Et je passe tout de suite à la présentation. Moi perso, j'ai rien compris. Tu n'as rien compris. Très bien, alors je vais réexpliquer.
Et sur les spoils, c'était pas Oui, mal. mais C'est bon, c'est bon. La première, on découpe tous les épisodes en deux. Et la deuxième, la partie spoil deviendra beaucoup plus longue et l'essentiel de la série. Et en fait, la partie non spoil sera seulement consacrée à la présentation de la série elle-même et à l'échange de nos avis. Et en fait, quand on commencera à parler vraiment d'un peu plus de est-ce que j'ai juste bien aimé, est-ce que c'était sympa, est-ce que la musique était charmée, eh ben on pourra spoiler comme des porcs tout de suite. Comme ça, plus de risque hein, de redire à Nicox, mais non, t'as encore spoilé. Ben Voilà, il est voilà, dans le c'est plus public, clair. alors c'est pour ça que j'en profite pour tracher. Donc passons directement à la série du jour, du mouvement de la Terre. Alors c'est une série qui nous a été suggérée par moi-même, parce que pourquoi pas. Du mouvement de la Terre, Orb of the Movement of the Earth en anglais, ou encore Chi, Chiki Uno Undo ni Tsuite en japonais, est une série animée en 25 épisodes du studio Madhouse, réalisée par Kenichi Shimizu, et produite pour Netflix, où elle fut diffusée en 2 parties entre octobre 2024 et mars 2025. Mais surtout, c'est avant tout une adaptation du manga homonyme du sobrement intitulé mangaka, Uoto. Sobriquet tiré du Otoyo, tout simplement son poisson préféré, un congre marteau. Ouais, moi aussi j'aimerais bien savoir pourquoi un congre marteau et pas un requin tigre, mais il semble que ce soit, comme pour le sens polysémique de chi, donc au début du titre en japonais, qui peut aussi bien signifier sang que orbe, un simple jeu de mots. Anyway, son parcours pour les sceptiques que nous sommes vaut le détour à Uoto. Tout comme son personnage Rafale, personnage principal qui finalement s'avérera relativement secondaire à l'échelle de l'ensemble de la série, Uoto tient un peu du jeune prodige. Né en 97 et alors qu'il dessine et soumet déjà ses travaux aux éditeurs depuis l'âge de 13 ans, avec quelques parutions à son actif, il commence dans la revue Big Comics la diffusion de son ouvrage acclamé par la critique du mouvement de la Terre. Il n'est alors âgé que de 23 ans, mais la valeur n'attend point le nombre des années. En 2021, dans une interview, il expliquait que, malgré ses études de philosophie, avortées après la 2e année, au cours desquelles il fut très marqué par l'étude de la révolution copernicienne, l'idée d'en faire le sujet de son manga ne lui vint pourtant que plus tard. À l'origine, son intention était d'écrire sur le rapport entre la violence et la connaissance. Le sujet du mouvement de la Terre, dont le titre n'est donc pas tout à fait traduisible, n'est donc pas tant les sacrifices consentis par tout ou partie de l'humanité pour acquérir la connaissance, que la violence intrinsèque que son contrôle engendre. L'obscurantisme et le pouvoir pour les uns, l'opportunité financière pour d'autres, vérité et idéalisme encore pour d'autres et tout ce qui reste peut-être. Donc je vous propose donc que, au vu de cet éclairage-là, on approche la série par 2 bouts. Dans une première phase, on pourrait parler de la violence dans l'œuvre, pourquoi pas au travers des différents groupes qui s'y affrontent et des idéologies qu'ils représentent. Et puis dans une deuxième phase, parler de la construction des croyances de ces personnages en elles-mêmes et de leurs convictions. Lorsqu'ils sont confrontés à l'évidence, est-ce qu'ils évoluent? Est-ce que ça les fait changer ou pas? Est-ce qu'au contraire, ils restent mordicus piégés dans leurs dogmes? Et puis voir que tout ça prend des formes bien différentes en fonction de leurs valeurs fondatrices et de leurs motivations préexistantes. Alors, pour savoir par où commencer, je pense que Vivien, tu as eu un petit effet waouh à la découverte de l'œuvre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et sans spoiler, nous dire ce que tu retiens de toute cette violence exhibée de part et d'autre? Oui, non, mais alors la violence, oui, c'est vrai qu'elle est très très présente dans la série, mais c'est même pas moi ce qui m'a le plus marqué dedans. Mais en gros, pour faire vite, la série, elle est elle est très progressive et c'est une série, bon, tu l'as dit, hein, l'auteur a fait des études de philosophie et la série est hautement philosophique. Ça ne se remarque pas dès les premiers épisodes qui sont, on peut le dire, sur certains personnages assez caricaturaux, mais en fait, ça va aller en se complexifiant petit à petit et à la fin, la série va vraiment atteindre un niveau de complexité qui est assez détonnant et assez intéressant et sur lesquels, en fait, on peut parler de beaucoup de choses. Et c'est ça qui m'a intéressé et c'est là où vraiment l'effet waouh, je l'ai eu vraiment à la fin de la série et surtout je l'ai conseillé à pas mal de monde en disant que ouais, voilà, c'était un truc à voir et vraiment je Chouette. pense que c'est un truc vraiment c'est un truc à voir et surtout à discuter par la suite, quoi. C'est vrai que je me sentais un petit peu seul en sortant de la série et puis vu que bah, je me retais un peu pour l'émission, à ne pas pouvoir en discuter plus que ça. Donc voilà, à voir et à discuter. Donc Je ça ne pense que parle c'est à tout le monde. vraiment D'autant que je voilà, crois que ton exactement. avis est très guetté désormais par les gens qui t'entourent pour savoir quoi regarder.
Donc, tant mieux, ça ne peut contribuer qu'à la faire connaître. Mm. Et Trouts, de ton côté, qu'est-ce que toi tu en as pensé Ben, globalement? écoute, moi, c'est une série que mon fils m'avait recommandée. Et j'ai ce côté vieux con, où quand mon fils me recommande un truc, je suis toujours là: «Oh allez, ça va encore être, n'importe quoi, machin», et en fait non. Du coup, morale de l'histoire, écoutez ce que les jeunes ont à dire, ça peut être intéressant. Heu et heu Les jeunes et comme non, 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 Geoffrey. c'était voilà, les jeunes comme je ferais. Et donc non, 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 c'était très bien. Moi, en général, j'ai énormément de mal à me concentrer sur les sous-titres dans une œuvre en japonais. Moins en anglais, parce que comme je comprends l'anglais, ben, j'entends en même temps que je lis, donc ça va. Et là, donc, il a quand même fallu que je m'accroche un petit peu pour pas faire deux trucs en même temps et me concentrer sur les sous-titres et tout lire. Et puis ça change d'habitude que ce que je regarde en animé, c'est plutôt des shonen et des bazars comme ça. Et effectivement, ça change beaucoup. C'est beaucoup plus sérieux comme ton. Euh, Mm. mais voilà, la série est vraiment appréciable sur plein de points dont on va parler, je pense. Oui, alors je précise que du coup, nous, on l'a tous les 3 regardée en VO sous-titré japonais, mais que pour les gens qui veulent la regarder sur Netflix, où elle est encore présente, puisque c'est une exclusivité, vous pouvez bien entendu la regarder avec les doublages français si les sous-titres, c'est pas votre truc. Non, non, sur Netflix, il n'y a pas de sous-titres, il y a pas de doublage français sur Il n'y a pas Netflix. de doublage français, c'est pas vrai. Si, il n'y a pas de Non, doublage non, français. non, Il y a un doublage anglais? non, non, non. Un doublage Il n'y a anglais, pas de non? doublage anglais. Non, il y a que il y a que la VO. Oui, je crois que je suis pas sûr qu'il y a un je suis pas sûr qu'il y a un doublage, français. C'est vrai que c'est possible pour les animés, oui. Oui, non, moi je voulais rajouter un truc par rapport à ça, parce que c'est vrai que, quand Geoffrey t'a proposé, cette série-là, j'ai trouvé ça assez exceptionnel, qu'enfin, dans Cinétique, on aborde, un animé japonais, en fait. Parce que bon, ça fait quand même partie, en termes culturels, des choses les plus vues et puis même les plus lues, notamment par les jeunes, hein, on le sait. Et c'est vrai que moi j'en ai vu quelques-uns, je suis pas vraiment le plus grand consommateur, mais j'en regarde un petit peu, enfin voilà quoi. Et là, le fait de pouvoir en traiter un dans Cinétique, j'étais extrêmement content. Et le sujet, voilà, traité dans un manga de la révolution copernicienne, enfin entre guillemets, en tout cas de passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, enfin voilà, ça me paraissait être un assez énorme ovni en termes de ce que je connaissais en termes d'animé. Et voilà, ça c'est vraiment assez exceptionnel comme truc. Enfin voilà, faut vraiment pas penser que si vous n'aimez pas les animés, ça peut quand même être votre truc, je pense. Voilà. Mm. De façon générale, moi j'ai eu un truc avec le traitement de tout ce qui est sacré, religieux et construction de la connaissance dans les cultures d'Asie du Sud-Est, quand je le vois dans une série. Parce que je trouve qu'il y a toujours un rapport assez particulier. Là, en plus, on peut vraiment pas taxer la série d'européanocentrisme, puisque c'est le point de vue d'un étudiant en philosophie japonais sur ce qui s'est passé en Pologne on commence même au XVe siècle, je crois, ou à la toute fin du XVe siècle, si je dis pas de bêtises, jusque du coup au début du XVIe à la révolution copernicienne. Et c'est quand même assez novateur comme point de vue, mais c'est empreint aussi de la culture japonaise et de tout ce que ça peut apporter comme expérience de vivre dans une culture qui est déjà multiconfessionnelle, où personne n'est jamais que shintoïste ou que chrétien ou que bouddhiste, et souvent un peu un mélange de tout ça en même temps. Et je pensais à une autre œuvre que moi j'ai suggérée pour une émission future, et qui elle vient de Corée du Sud et qui traite beaucoup du sujet des sectes, qui sont aussi un sujet fâcheux, on va dire, en Asie, et on l'a déjà traité dans PK, alors avec une approche un peu différente, parce qu'il y a un côté très merchandising en Inde, mais c'est quand même rafraîchissant d'avoir le point de vue d'autre chose que nous-mêmes, pauvres airs caucasiens, sur la religion en général et les croyances, non? Oui, ça fait partie aussi d'une des missions de Cinétique, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les autres cultures, et notamment avec des films et puis des productions qu'on ne va pas forcément voir de soi-même. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que c'est pas le premier film, enfin, première production japonaise qu'on aborde? J'ai un doute, mais je crois bien que oui. Je C'est bien sais plus. possible. On n'avait pas fait un épisode sur Hiro? C'est chinois. Oui, Et c'est oui, je crois chinois. que c'est une coproduction japonaise, non?
Non, je crois pas. Enfin, j'ai Américaine. vu. Coproduction américaine, il Ah me bon, semble, dans mon souvenir. autant pour moi. Ouais. Mais on a fait Alors, la oui, Chine, on a fait l'Inde, on a fait le sans Japon. doute. Et bientôt, Ouais, peut-être la Corée. ouais. Et il nous manque, je pense que le continent africain, du coup, n'est pas encore représenté, ni le continent australien. Voilà, du progrès à faire encore. On a fait l'Amérique du Sud, Euh, en tout cas dans la Septicothèque, mais pas en émission. Donc bientôt, demain le monde, Minus, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Ok. Alors, maintenant que on a, et on peut échanger les avis, j'espère que, chers auditeurs, ça vous donne envie d'aller un petit peu écouter. Si vous n'avez pas regardé la série, c'est le moment de mettre en pause et nous allons tout de suite passer à la partie spoil pour pouvoir discuter sans interruption de tout ce qui concerne l'évolution des personnages et pour pouvoir se lâcher un petit peu sur la construction de l'histoire. On se retrouve tout de suite après le jingle. Ok, rebonjour tout le monde. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop long pour ceux qui sont partis regarder la série, parce qu'il y avait quand même 25 épisodes. Mais j'espère que vous êtes satisfaits. Vous avez vu que ça se tient d'un seul bout. Et tout à l'heure, Trouts, avant de commencer l'émission, tu nous disais qu'il y avait une construction narrative qui était peu commune, mais qui était quand même très facilement identifiable, puisqu'en fait, on avait 3 grands cycles. Comment tu les as perçus, toi, ces cycles? C'est un peu l'impression que j'ai eue. Donc, ça s'étend sur, je crois, une centaine d'années, je pense, un peu plus peut-être, la série. Et donc, du coup, bah, au début, tu as les découvreurs, ceux qui découvrent enfin, qui découvrent, qui commencent à vraiment se poser des questions et à établir la théorie de l'héliocentrisme. Et puis ensuite, il y a la transmission qui se fait quand même assez difficilement parce qu'il est obligé d'aller cacher des livres dans un coffre en pierre, etc. Et qui reste là pendant plusieurs années, c'est compliqué. Et puis tu as ceux qui découvrent, qui redécouvrent à partir de ce travail-là, qui eux vont essayer, bah, ils vont être persécutés. La théorie, elle prend de plus en plus de poids, mais ça reste très, très underground, on va dire, comme idée. Et puis après, ça commence vraiment à se répandre. Et là, ben, les mecs sont un peu plus libres de, de- d'étudier, en tout cas de se pencher là-dessus. Même l'Église, elle commence un peu à se dire, mais c'est un peu chaud pour mes fesses si je me réforme pas, quoi, si je ne revois pas de façon d'analyser ma doctrine. Et donc à ce moment-là, c'est ce qui va permettre après au dernier maillon de la chaîne qui, lui, sera le prof de Copernic, si j'ai bien compris, quoi. Voilà. Oui, donc toi tu vois théorisation dans un premier temps, Ouais, c'est ça. propagation de l'idée dans un deuxième temps, et puis révolution Propagation. sociale Et, dans un troisième temps, quoi. et, et puis de moins en moins de danger, surtout. Tu vois, il y a moins en moins de danger au-dessus de leur tête, quoi. Danger de répression par l'Église et son dogme. On peut en parler de la réalité historique de ce danger. Est-ce que Vivien, t'avais un petit peu creusé la question ou pas? Non, j'ai pas particulièrement plus creusé la question que ce que j'avais déjà fait pour le nom de la rose. Moi, je renvoie notamment pour ceux qui le souhaitent aux vidéos d'Estonie sur la question de l'Inquisition. C'est clair que dans la série, l'Inquisition, c'est une caricature, clairement. Mais Ouais. bon, c'est une caricature, on va le dire, dans le sens philosophique, c'est-à-dire qu'il apporte quand même de l'eau à un moulin et qu'on n'est pas seulement dans un cadre de... Ça c'est plus une idée de contrôle, en fait, que l'Inquisition elle-même. De toute façon, je pense que vous l'avez dit, la série commence dans le royaume de paix, donc c'est complètement indéfini. Il y a quand même pas mal de choses, on ne sait pas trop où ça se passe, etc. Et c'est quand même, pour la plupart de la série, en fait, un monde imaginaire, clairement, et c'est avoué comme Mhm. ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la réalité historique de l'Inquisition, elle n'est pas à ce point-là. Enfin, les tortures ont existé, les Mhm. condamnations à mort ont existé, les bûchers ont existé, mais c'était pas forcément quasi automatique. Enfin, bon, il suffit même de revoir Galilée. Galilée est passé par l'Inquisition. Bon, il a été obligé de retirer ses théories. Euh,
Bon, enfin voilà. En tout cas, c'était pas aussi systématique, notamment à l'époque où ça se passe, parce qu'en fait, à l'époque où ça se passe, c'est pas exactement la même époque que Galilée ou Copernic, où c'est vraiment dans ces années-là, d'après ce que j'ai compris, que ça va vraiment être beaucoup plus. Le contrôle de l'Église va beaucoup plus se mettre parce que l'idée va commencer à vraiment se répandre. Après, il y en a bien un autre, hein, et je pense que c'est peut-être une des. Enfin, outre Copernic et Galilée, qui ont inspiré quand même grandement, je pense, les personnages du. Enfin, certains personnages, en tout cas, de la série, même s'ils viendront après au niveau temporel. C'est Giordano Bruno aussi, qui je crois était un je petit peu pense. plus aussi dans ces eaux-là, qui lui par contre vraiment passait à l'acquisition et au bûcher parce qu'il défendait l'idée d'un univers infini. C'est pas exactement l'idée de la série, mais voilà. Et donc lui par contre, oui, ouais, il est vraiment décédé à cause de la... Enfin, il est vraiment mort à cause de l'acquisition. Mais voilà, une acquisition qui est sur une track sans cesse, comme on le voit dans la série où il y a sans cesse des bûchers. Enfin là, on est vraiment sur quelque chose de, enfin voilà, de vraiment très très hard qui ne correspond pas exactement à la réalité historique. Ouais, même qui s'en éloigne assez rapidement. Alors, on peut s'interroger quand même parce que c'est vrai que quelque part, c'est difficile de savoir si c'est pas juste pour romancer et intéresser le public parce qu'ils font un petit peu d'action, au risque que ce soit trop plat s'il n'y a pas de vraie persécution. Ça s'adresse quand même à un public de jeunes adultes à la base. Ou est-ce que, en fait, et c'est plutôt ça qui m'intéresse moi, c'est pas justement pour explorer dans, on va dire, dans un passé un peu imaginé où du coup, on l'a dit, on transforme le royaume de la Pologne par le royaume de paix, histoire de rendre tout ça un peu plus fictif et de s'affranchir de quelques règles historiques. Est-ce que l'objet, c'est pas d'explorer un peu plus les effets que l'évolution de la connaissance peut produire sur une société où, on va dire, qui soit un peu moins aboutie au point de vue état de droit qu'il ne l'est actuellement, quoi. Après, je sais pas si je vais répondre exactement à ton interrogation, mais sur la question de l'évolution, il y a clairement une scission, je crois que Truss l'a dit, c'est-à-dire au moment où on arrive au royaume de Pologne, à la fin, où vraiment là, la série raccorde en fait avec quelque chose de réel. En fait, ce que pose la série, c'est la question de, mais finalement, avant Ouais. Copernic, ce qui a pu se passer? Et en fait, tout ce que raconte la série, en fait, disparaît dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est moi ce que m'a porté la série, c'est-à-dire, en fait, on va raconter une histoire qui s'est peut-être potentiellement passée, mais c'est juste qu'on n'en a pas les traces. Et en fait, on vous raconte quand même, on sait que c'est fictif, on vous la raconte, mais en fait, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Qui sont les gens qui viennent avec Copernic? Qui c'est qui a notamment inspiré les recherches de... Alors attendez que je retrouve son nom de Brudzewo, c'est ça? Que Brudzewo, donc c'est voilà, ça oui, le clerc et celui qui est à la base ignare et qui du coup se devient astronome avec Oui, Non, pas du avec tout. le temps parce qu'il a de bons yeux. Ouais. Brudzewo, c'est Le garde. non, c'est le personnage réel à la fin. C'est celui Ah, qui va d'accord, oui, enseigner d'accord. ensuite à Copernic. oui. Parce que c'est lui en fait qui fait c'est ce personnage-là qui fait en fait l'espace tampon en Le fait lien avec entre le ce réel. qui est voilà, le lien avec le réel. Et l'histoire d'avant, c'est un peu se dire bah voilà, en fait, ces théories-là existent depuis la Grèce antique. On le sait, notamment il y a pas mal de théories qui sont mises, je crois c'est Aristarque par exemple, etc., qui sont quand même des modèles géocentriques, enfin héliocentriques avant Copernic. Donc il y a ces idées-là, elles existaient. Et comment est-ce qu'elles ont pu exister dans ces sociétés-là? Comment est-ce qu'elles ont pu, voilà. Et en fait, c'est ici qu'en fait on romance énormément et qu'on va vraiment insister notamment sur l'aspect violence. Et pour moi, il y a un aspect narratif là-dedans en premier lieu. C'est-à-dire que bah, pour un bon animé, quand même, généralement, il faut un bon méchant, quoi. C'est-à-dire, c'est souvent, moi, de ce que je vois en tout cas des animés, c'est-à-dire que c'est extrêmement manichéen. Il y a un gentil très Oui. gentil et des méchants très méchants. Prenez Dragon Ball Z, c'est extrêmement simple. C'est Sangoku qu'on va suivre, qui est extrêmement gentil. Il est même un peu naïf tellement il est gentil et qui va passer de méchant en méchant au fur et à mesure, quoi. Oui, mais Et il faut ça en 60% des fait pour. méchants deviennent gentils après. Oui, bah Ce oui, qui est dans Dragon pareil Ball Z, avec, oui. avec le nôtre. Voilà. Et donc, voilà, je pense que c'est la question surtout d'avoir un méchant très méchant dans la série qui, en fait, vont favoriser les émotions aussi du spectateur, notamment parce qu'on va avoir extrêmement peur pour nos personnages. Et ça, en fait, ça va être marqué parce que je pense qu'aussi il y a une petite. Alors, je sais pas s'il n'y a pas une petite inspiration, en tout cas, des séries
de Game of Thrones, par exemple, Game of Thrones. ou de Rome. Oui. Hein? Tu t'attaches à un personnage? Eh ben tiens, on va le tuer au 3e épisode. Voilà, c'est Voilà, exactement tu sais dans ça. quel genre de Et série tu es. voilà, on s'attache à Rafale en se disant que bah voilà, ça va être le personnage principal, c'est un jeune homme, on est dans un shonen, enfin on part du principe qu'on est dans un shonen, on va s'attacher à un jeune homme, le générique le met extrêmement bien en avant, on se dit voilà, c'est le personnage, bout du 3e épisode, il crève, clairement, et ensuite la série repart sur un autre chapitre, on passe à d'autres personnages, on oublie complètement Rafale, il disparaît quasi du générique, et là on impose de nouveaux personnages. Ce qui est une idée narrative qui est extrêmement intéressante, et on y reviendra après parce Ouais. qu'il y a une Et idée tu en prends fait une derrière claque. ça. Ouais. Voilà. C'est C'est pas On forcément à parlait la Game tout of de suite. Thrones, quoi. Ouais. l'histoire est construite un peu comme un passage de relais, en fait, quoi. Complètement. Comme une révolution, mais au sens de révolution de la Terre autour du Soleil, quoi. Une révolution héliocentrique. Il y a un peu cette idée du cycle, quand même, qui est vraiment très présente dans la symbolique de la série partout, hein. Ah bah vas-y, on t'écoute. Et de là, alors j'ai pas plus tant d'exemples que ça à vous donner, parce que du coup, pour moi, la série est pas toute fraîche. Je l'ai revue il y a peut-être 2 ou 3 mois. Mais pour mémoire, donc on a le pendentif qui est central et qui représente effectivement un peu cette conviction qu'on est rattaché à l'héliocentrisme et qui en même temps donne la position du coffre secret qui contient les documents censés prouver la théorie. Mais autour de cet orbe, en fait, il y a énormément de choses qui viennent représenter justement le côté sphérique de la chose. Il faut quand même rappeler que ça fait à ce moment-là un petit moment qu'on sait que la Terre n'est pas plate, mais que l'orbe, elle garde cette idée que la science a déjà un peu supplanté une fois ce qu'on croyait savoir de l'état du monde. Et que c'est possible de le remettre encore en question. Donc en fait, Galilée et les découvertes précédentes, elles sont présentes aussi, quoi. C'est pas. Attends, la Terre est pas plate? Eh ben non. Mais ouais, j'ai une mauvaise nouvelle, parce que si tu penses ça encore après avoir vu du mouvement de la Terre, tu as loupé 1 ou 2 épisodes. Je me demande d'ailleurs comment on reçoit cette série quand on est platiste, parce que c'est vrai que on peut l'interpréter comme de la fiction pure, et pourtant il y a quand même des arguments dedans qui sont les vrais arguments scientifiques, en fait. On n'est pas juste dans le calcul, on est dans le constat de ce qui ne peut pas marcher dans l'observation. Mais c'est une manipulation des globistes. Ils mettent complètement de côté la vraie théorie de la Terre plate. Bon, bah voilà, on est habitué, quoi. C'est tout. Non, Tu mais veux dire celle qui marche, c'est ça? oui, Bien sûr, exactement. On essaye à travers les vraies japonaises. théories de la Terre plate fonctionnent, c'est bien connu. Oui. Voilà, exactement. Non, mais ce qui est drôle, alors je fais une petite boutade aussi, c'est-à-dire que si vous avez vu Agora, regardez la série après, ça a une très bonne suite en fait. Oui, exactement. Ouais. Oui, puisque je rappelle quand même que l'état actuel des connaissances au début de la série, c'est le dogme de la chrétienté qui repose sur le système ptolémaïque, du coup, issu donc de la Grèce antique, qui était déjà celui en vigueur aussi dans Agora. Où donc c'était, je sais plus quel épisode de la première saison, 4e peut-être, non? Où donc on avait Hypatie, cette savante supposément grande administratrice de la bibliothèque d'Alexandrie, qui aurait pu faire philosophe, pardon, oui, aussi également, et mathématicienne et astronome, et qui du coup prend conscience qu'en fait la clé pour solutionner l'héliocentrisme, c'est de se baser non pas sur des cercles, modèle qui avait déjà été tenté plusieurs fois auparavant, mais sur des ellipses. Et alors ça, on en parle très peu d'ailleurs dans la série là. À aucun moment donné, on vous parle d'ellipses, et même les représentations du modèle qui nous sont montrées. Ah si, j'ai oublié alors. C'est Badeni qui découvre le truc, et notamment à partir du moment où il découvre ça, c'est le moment où il dit ça y est, la théorie est finalisée, j'ai réussi à prouver l'héliocentrisme, et c'est à partir de ce moment-là où ça commence à chauffer un peu pour ses fesses dans la série. Mais oui, si, c'est abordé. Oui, comment ça allait rapidement. graver ça sur le crâne des pauvres gars qui sont dans les sous-sols. Oui, c'est ça. Petite rectification aussi, Agora, du coup, c'est un film, c'est pas une série. Oui, non, il parlait de la série des épisodes de Cinétique, pas d'Agora. Oui. Ah oui, d'accord, effectivement. Oui, mais tu fais bien de le préciser parce que j'ai douté aussi pendant un moment avant de
comprendre ce que voulait dire Geoffrey. Mais on n'est pas frais ce soir, c'est. Bon, moi Geoffrey, hein, ça va. Adumt. Si quelqu'un peut mettre un petit... Ok. Voilà. Qu'est-ce que... parce que là, je suis en train un peu de digresser sur tous les trucs en même temps. Hein. Je suis parti en même temps sur le côté argument de scientificité. Finalement, on a un petit peu zappé le côté violence, tout ça. Mais ce qui m'intéressait tout à l'heure, Vivien, c'est quand t'as dit... tu disais qu'on allait en parler, en tout cas. Donc, vas-y. Je sais plus de quoi c'était, mais parle-en. Non, mais en gros, tu voulais parler de la violence. Donc, déjà, peut-être pour repartir sur ce sujet-là, c'est la question déjà d'établir les faits dans la série. Donc, les faits dans la série, c'est qu'au tout début, la violence, elle est clairement du côté de l'Inquisition, qui torture ouvertement les personnes. La série commence même directement par une scène de violence. Alors, violence physique pour le coup, hein, là-dessus, une scène de torture. Voilà, donc on sait très vite dans quel endroit on est. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'autocratie, on va dire ça comme ça, religieuse. En fait, d'ailleurs, même le pouvoir politique n'est jamais abordé. Hein. On parle que du pouvoir religieux, Mhm. notamment sur les questions d'Isée, mais on voit jamais un roi, un seigneur. Enfin, ce côté-là est complètement occulté pour vraiment épurer la question, vraiment que uniquement au niveau des idées et pas des institutions politiques en soi. Bon voilà, donc on est dans ce monde-là. Après, en fait, c'est là où je dis que la série va se complexifier, c'est parce que ensuite, pour que cette idée se, se, se répande, il va falloir que ceux qui portent cette idée-là passent aussi, sans doute, du côté de la violence. Bon, déjà, même Hubert, donc il va enseigner à Rafale, déjà en lui-même, il part des traces de violence qu'on peut estimer complètement issues en fait de ces années d'emprisonnement et de torture au sein de l'Inquisition. Et ensuite, on va arriver sur des personnes qui vont tenter de prouver l'héliocentrisme. Et notamment, on va rentrer dans des mouvements aussi de défense des hérétiques qui, eux, vont vraiment avoir une démarche violente d'imposition. Mais en fait, c'est difficile de parler de cette série uniquement sur le cadre de la lance parce que moi, je n'ai pas forcément vu, en fait, a priori, cette lecture-là. Je me perds un peu, je suis désolé, je suis complètement fatigué. Sur cette question-là de la violence, alors la violence est très présente dans la série, mais j'avais pas perçu, a priori, que l'auteur avait vraiment axé sa réflexion autour de la question de la violence, en tout cas de la violence physique. Pour moi, il avait vraiment axé autour de la question des idées et de comment est-ce que dans des sociétés intolérantes, en tout cas dans des philosophies qui sont marquées par du dogmatisme, en fait, c'est ça, c'est la lutte contre le dogmatisme, en fait. Et comment l'esprit critique, entre guillemets, peut se faire un chemin là-dedans, sachant que l'esprit critique, au sens où on l'entend, qui peut être nourri par en fait un mouvement un peu d'anticonformiste, notamment ici, d'anticonformisme par rapport aux idées de l'Église, peut être porté par en fait de multiples raisons. Le désir de la connaissance, notamment pour Rafale qui Tout à fait. ne peut pas résister à apprendre et à essayer de chercher. Pour Oxy, ça va être plutôt essayer de trouver un sens à sa vie. Et notamment, pas trouver un sens à sa vie, va être déjà par trouver un sens à sa mort. Lui qui a côtoyé la mort tout le temps. Pour Badeni, clairement, lui, c'est une idée d'ego. Alors, il a le désir de la découverte, mais il a aussi un très très fort ego parce qu'il veut être le seul détenteur de la vérité, le seul découvreur de la vérité. Et ensuite, on va passer sur encore d'autres types, avec notamment la personnage de Touk. Excusez-moi, je reçois mes trucs. De Douraka, par exemple, qui elle va avoir des motifs beaucoup plus. Je perds tous mes mots, mais autour de l'argent, elle qui va essayer de s'enrichir en fait avec ces idées-là. Il va même s'entendre avec l'Église, avec l'évêque Anthony pour trouver de l'argent. Enfin voilà. Donc en fait, il y a plusieurs motivations qui peuvent amener à défendre la théorie de l'héliocentrisme, et c'est pas uniquement la pureté de la connaissance et de la science.
Ouais, non, d'ailleurs, c'est assez bien foutu à quel point tous les personnages, tous ceux qui vont se passer ce relais finalement, sont tous hyper différents en fait, et ils ont tous des motivations hyper différentes. Et il y en a que un ou deux, celui du début et celui de la fin, qui sont là juste pour le savoir et pour la curiosité. Il y en a une qui est plutôt parce que son père était le chef Les Inquisiteurs, des oppressions, Johanna. des inquisiteurs, voilà. Oui, c'est Douraka. Et elle va un peu se construire en réaction à ça, je pense. Euh, j'ai l'impression. Et puis il y a celle qui va être sa copine, qui va être d'abord son ennemie, et puis qui va être en admiration pour elle, qui va le faire pour porter le souvenir de son ami, plus que pour Mhm. simplement propager la science, quoi. Il y a effectivement le moine bad ennemi, qui Ouais. lui, il veut juste le garder pour lui. Il est même pas du tout intéressé dans la transmission. En fait, il veut même brûler ces trucs une fois qu'il aura compris le bazar. Il s'en fout. C'est juste pour lui, quoi. Voilà. Et vraiment, ça montre que justement ce relais, il passe par des tas de mains différentes et que les gens qu'on nous montre dans la série, c'était certainement pas les seuls. Il y en avait plein d'autres, mais qu'il y avait vraiment toutes sortes de gens qui se sont passés ce relais et que finalement, on peut tuer quelqu'un, mais on peut pas tuer une idée. L'idée est inarrêtable, elle va se propager et voilà. Et ce Est-ce pour que plein de tu, raisons différentes. est-ce que tu l'entends bien, Ouais. Trout, sous le long Géo, ou il y a que moi que ça bug? Non, il y a eu un tout petit bug à un moment donné pour moi quand même. Ah, Ouais. Un merde. tout Mais petit ça bug, va, bon, je on pense verra. que ça passera. Ça marche. Oui, alors moi pour revenir sur ce que tu disais, Vivien, sur le qui utilise la violence et comment ça évolue au fil de la série avec l'apparition du mouvement de défense des hérétiques. J'ai été particulièrement marqué par le personnage de. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Anthony, c'est Smith? ça, c'est le capitaine Smith, Non, c'est le Smith, le capitaine qui défend capitaine de Joanna. la... Smith, oui. Oui, c'est ça. Et qui lui est. Ah oui, Anthony, c'est celui qui deviendra évêque plus tard et qui finalement finira par contribuer à la propagation de l'idée par pur intérêt, c'est ça. Mais du coup, donc Oui, ce qui Smith, vaudra en tout cas, mais il va pas participer à ouais, grand-chose puisqu'il va crever très rapidement. Ouais. oui. Smith, il est naturaliste, si je dis pas de Mhm. bêtises. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on peut le définir. Et C'est comme donc ça qu'il se lui, définit. ouais, sa motivation euh, à croire en la théorie de l'héliocentrisme, c'est juste que ça lui paraît beau et naturel, quoi. Voilà, et ça va. C'est très simple finalement comme idée. Il y a pas beaucoup de complexité derrière son truc, et il est mordicus dans sa conviction. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est que de la foi, en fait. Il en a rien à Mhm. fiche que ce soit vrai ou pas. Ce qui compte pour lui, c'est de défendre sa foi face au dogme. Et pour ça, il est prêt à légitimer la violence. C'est quand même à la fois un des personnages les plus, on va dire, réservés, qui manque jamais la voix, qui a jamais un mot plus haut que l'autre. Mais c'est aussi un des plus violents, en fait, quoi. C'est un de ceux qui va tuer le plus de personnes au cours de la série, même s'il a un code moral, un code d'honneur très, très codifié, quoi. Et une des plus belles moustaches aussi. Et des plus belles moustaches, tout à fait. Mais il est fascinant parce que c'est lui qui vient vraiment légitimer la violence avant même l'apparition de Johanna, puisqu'on découvre après que c'est elle la chef du mouvement. Alors on peut le soupçonner avant ou pas, mais elle le fait du coup pour le côté effectivement rébellion. Enfin, il y a vraiment elle. C'est celle qui peut-être a le plus de côté politique et d'aspect de recherche de la liberté dans tout ça, effectivement, dans le rapport à son père, où tu te dis, franchement, il n'y en a aucun des deux qui se comprend dans l'histoire. Entre le père qui croit tout savoir de sa fille et la fille qui croit devoir faire ce que son père lui a dit de faire et en fait pas du tout. Avec une scène du coup quand même assez forte au moment où elle se fait sauter et où lui est juste à côté en fait et récupère la main. Enfin, la symbolique de ce moment est juste, ça m'a glacé le sang quoi. Donc elle est plutôt dans une justification de la violence qui est pas complètement du terrorisme, alors que pour Smith c'est complètement le cas. Et je pense que c'est vraiment, elle les laisse libres un peu de leur façon d'agir quoi. Je pense pas que ce soit elle qui est
comment dire, qui décide qui doit décider de vivre ou mourir et quelle est la doctrine de la violence dans son mouvement. Elle dit juste, voilà, on a besoin d'une imprimante, trouvez-moi une imprimante, et Smith, il fera ce qu'il faut pour la récupérer, quoi. Oui, il y a un peu une alliance de circonstances dans Oui. dans ce camp, parce que finalement, lui, il se bat, comme tu le dis, pour sa religion. Elle se bat pour la vérité scientifique et notamment pour remettre en avant le travail que Oxy avait fait. Donc, comme lui disait Troots aussi, c'est par pure, comment dire, pas bienveillance, mais Égocentrisme. Ouais. t'as dit? Égocentrisme. Non, pas par égocentrisme, c'est surtout pour Oxy qu'elle faisait aussi. Ah Donc, non, altruisme, je ouais, pensais que tu plutôt. parlais Oui. d'un autre. non, je parle de Jolenta là. Et après l'autre, Ah oui, effectivement, Jolenta, je l'appelle Johanna depuis tout à l'heure. ouais, c'est ça, c'est Jolenta. Et effectivement, il y a Duraka où là, effectivement, elle, c'est purement égocentrique et c'est purement lié à l'argent, quoi. Oui. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces personnages évoluent. C'est-à-dire que à la base, l'auteur part d'archétypes, mais tous ces personnages-là vont évoluer en fait. Ils vont essayer, ils vont atteindre un autre niveau. Ils vont essayer j'ai l'impression en tout cas qu'ils vont évoluer sur leur conception. Parce que même Enfin, même Duraka à la fin, malgré le fait qu'elle ait un couteau planté dans le ventre, etc., elle prend quand même du temps pour envoyer un pigeon voyageur qui va absolument rien lui rapporter, quoi. Donc il y a des personnages en fait qui évoluent au contact des autres sur leurs évolutions. Sachant qu'elle, en plus, elle est Des idées. athée. Oui. Elle est athée complètement affirmée en plus, contrairement par exemple à Smith Oui. qui lui ne peut pas, parce qu'ils s'entendent très bien au tout début contre l'orthodoxie de l'Église, quoi. Par contre, une fois qu'ils s'échangent sur leur propre religion, en fait, il voit bien qu'il y a un truc qui bloque, c'est-à-dire que lui, il a une religion ancrée au corps, alors qu'elle, elle est complètement athée, elle ne croit là pour le coup, elle ne croit elle en absolument rien, mis à part en l'argent. Alors ça, c'est drôle aussi parce que j'ai trouvé que dans la série, il y avait une espèce même si ça se passe au 15e, c'est ça, 14e siècle, je sais plus, il y a une espèce de condensation de l'histoire européenne en quelques personnages et de trucs qui viendront beaucoup plus tard. Et notamment Jolenta, enfin pas Jolenta, mais Duraka, elle représente complètement l'esprit du capitalisme qui va arriver en fait beaucoup plus tard. Oui. À mon sens. Qu'on peut trouver quand même chez quelques marchands, mais elle l'incarne comme s'il lui venait intrinsèquement et naturellement dans une micro-société de tanneurs de peau à la base qu'elle Et de pilleurs de contribue village. à organiser. Et de quoi, C'est quand même c'est des pilleurs à la base, ils pillent des villages. Ils volent À la base, c'est des ils pilleurs. volent. Non, c'est Ouais, ce que ils pillent l'Église normalement. pense d'eux, non? Ils le font pas pour de vrai. Alors, et c'est ils pillent, si, oui, mais tu veux dire, ils pillent après le passage dans les endroits qui ont déjà été dévastés. C'est pas eux qui les pillent. Alors ça, je sais plus par contre, j'ai un doute là. Ça fait un moment que j'ai trouvé la série. Oui, Ça fait un moment que j'ai vu. il me semble qu'à la base, ils trouvent des étoffes dans des villages abandonnés parce que les gens sont partis à cause d'une guerre. Et ensuite, du coup, ils travaillent ces étoffes-là. Ouais, c'est peut-être ça. Mais tout ça, il les retravaille et ensuite, elle a rationalisé aussi ce travail-là. Donc là, on est déjà Oui. sur du Taylorisme en fait, hein, quasi, pour être les plus productifs possibles et vendre au maximum et rendre le village riche. Et sachant qu'elle, Et sa peur, c'est de ne pas avoir assez d'argent, quoi. elle invente la spécialisation complètement au sein de sa tribu, quoi. Et puis, alors, elle, ce qui la transforme finalement, c'est là qu'on voit la force de l'idée quand même dans l'évolution des personnages. C'est le livre écrit par Oxy, du coup. Et c'est l'idée que la beauté de l'univers peut être expliquée par l'héliocentrisme, quoi. Et c'est pareil, tout ça, ça repose quand même juste sur de la foi, sur quelque chose qui appelle à nos émotions, et pas du tout sur une idée de vérité, de faits et de connaissances scientifiques, finalement. Et c'est drôle parce que, en fait, c'est totalement le cas de Giordano Bruno, de ce que je me souviens notamment de l'épisode de Cosmos qui porte sur ce personnage-là. Mais Giordano Bruno, il avait surtout des idées sur le monde. Il n'avait absolument rien pour les prouver. C'était même pas un scientifique. C'était pas un scientifique. Il n'avait pas de méthode scientifique à la base. Je sais pas, je crois qu'il touchait pas vraiment aux maths, mais il avait une idée de l'univers, comme quoi l'univers était complètement étendu. C'était, enfin voilà, c'était héliocentrique et que chaque étoile dans l'univers était un soleil. Enfin, en fait, il avait déjà imaginé tout ça. Sauf que par contre, il n'avait absolument pas bossé l'aspect scientifique de sa théorie. Pour lui, c'était vraiment la question de la beauté, la question. Et lui, pour lui, ce qui était intéressant chez Giordano Bruno,
de ce dont je me souviens, c'est que pour lui, c'était mais rendre Dieu encore plus puissant que ne pourrait permettre l'Église, parce que il disait, mais un Dieu infini, il ne peut créer qu'un univers infini. S'il crée un univers fini, c'est-à-dire que lui-même, son pouvoir est fini, quoi. Donc pour lui, l'univers fini et le fait de décentrer l'homme aussi de l'univers rendait Dieu encore plus grand. Bon, c'était pas trop l'avis de l'Église pour le coup. Mais voilà, Ouais. par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ces idées-là qui n'étaient pas forcément des scientifiques pour le coup. On se rappelle des scientifiques parce que je pense que c'est eux qui ont le plus fait pencher la balance parce qu'ils ont eu les arguments pour essayer de faire basculer. Pour Mais il y a étayer la aussi des gens théologie, qui quoi. avaient aussi, ouais, voilà, et il y avait aussi des gens qui avaient des intuitions là-dessus, qui avaient des idées, notamment à partir de la beauté. Et ça, c'est assez intéressant parce que, notamment, c'est le cas de Hubert au tout début qui dit bien que lui, ce qu'il pousse, c'est une intuition. C'est pas une vérité. Il a l'intuition Mhm. que le Soleil est au centre du système solaire, enfin, en tout cas pour lui, de l'univers, en tout cas. Mais qu'en fait, ce qu'il explique à Raphaël, c'est qu'il est incapable de le prouver et il pense qu'il sera toujours incapable de le prouver et il pense que personne serait capable de le prouver, quoi. Et donc voilà, il y a plusieurs choses qui jouent. Alors que Rafale, lui, il va vraiment être dans la preuve scientifique, essayer de chercher. Est-ce que Badeni, en fait, va continuer? Et Oxy, lui, par contre, lui, il va avoir une idée beaucoup plus philosophique du truc, parce que lui, ce qu'il cherche, c'est pas une vérité scientifique. Ce qu'il cherche, à mon sens, c'est un sens à la mort, en fait. Vu lui qui a tué énormément de personnes, qui a vu en fait les personnes mourir sous sa lame dans d'atroces souffrances et complètement avec le visage complètement émacié, etc. Lui, il se pose la question de l'enfer. Est-ce qu'il lui va finir en enfer ou pas? Et il y a que ça qui le porte en fait. Et en fait, lui, son évolution, ça va être de réenchanter le monde en fait. C'est pas juste d'attendre la mort pour savoir s'il va aller au paradis ou pas. Ça va être de réenchanter le monde qui l'entoure. Et c'est ce que lui apporte notamment son mentor, c'est Gratz, quoi, qui lui dit non, mais de toute façon, n'attends rien finalement de la mort, profite du monde tel qu'il est. Et lui, il cherche de la beauté dans le monde, Gratz, et il la trouve dans Mars, et notamment dans l'évolution de Mars dans le ciel, jusqu'à un moment où tout ça s'écroule, au moment où Mars ralentit et recule, et là, Oui, son monde s'écroule quelque part, quoi. Et il a besoin oui. de trouver autre chose pour retrouver la beauté du monde, quoi. Et là, on est vraiment, pour ces deux personnages-là, dans une recherche, non pas de vérité vraiment scientifique, mais vraiment de trouver un sens à ce monde et à trouver un sens, notamment par la beauté, par l'argument en tout cas de la beauté. Et ça, c'était pas facile parce que il fallait beaucoup de pédagogie, je trouve, pour faire accepter l'idée, histoire de se mettre dans la tête des protagonistes aussi, que quelque part ce modèle ptolémaïque qui fait une très jolie rosace, hein, au demeurant, ça pouvait pas être beau pour certains scientifiques parce que c'était trop compliqué. Parce que je veux dire, moi, tu me montres la rosace, je dis ouais, c'est super joli, du coup, ça peut être que ça parce que comme Dieu fait que des choses très complexes et très jolies, c'est normal. Donc voilà, ma réflexion pourrait s'arrêter là. Alors que là, on te dit quand même, voilà, toi, t'es astronome, tu passes du temps à observer les étoiles, tu vois que tout fonctionne autour d'un système d'arc de cercle, tout bouge en même temps, et là, d'un seul coup, t'as une planète qui recule, mais ça n'a aucun sens en fait. Euh, il fallait vraiment se mettre à la place de l'observateur là pour pouvoir le comprendre et pour réaliser que effectivement ça pouvait pas être logique. Et finalement, c'est quand même présenté sous des aspects de beauté, mais derrière, il y a un ensemble de ce qui a construit la beauté qui repose pas tant que ça sur des éléments subjectifs finalement, qui repose beaucoup sur une observation empirique du ciel, du coup, des apprentis astronomes et des astronomes aguerris, quoi. Oui, bah, pour d'autres personnages. Et un des personnages que je trouve super intéressant aussi là-dedans, c'est le comte Diast. Ce personnage est super intéressant parce qu'il a voué sa vie à la recherche scientifique autour de ce modèle-là, et du modèle ptolémaïque, quoi. Mais même lui, alors c'est peut-être là où je trouve que la série est peut-être un petit peu plus limitée, c'est-à-dire qu'elle rentre, je trouve, pas assez dans les problématiques, en fait, du modèle ptolémaïque scientifique. C'est-à-dire, on rentre toujours sur la question de la beauté, etc. C'est pas assez harmonieux, etc. Par contre, je pense qu'il y avait d'autres problèmes scientifiques qui se posaient, puisque le comte Diaz dit lui-même, bah, j'ai pas réussi à prouver ça. Alors, il y a un élément, mais qui est un peu occulté, parce que bah, forcément, les personnes qui observent des trucs qui vont à l'inverse, en fait, de cette idée-là, l'occultent, en fait. C'est ce qu'on appelle un biais, hein, qu'il soit volontaire ou involontaire.
Et donc là, le Diast, il a vu quand il était jeune Vénus complètement éclairée. Alors je sais plus c'est quoi le mot exact. Vous m'excuserez. Gibbeuse. Hein? Gibbeuse. En phase pleine. Gibbeuse, c'est ça. Ah Gibbeuse. oui, c'est ça, ouais. Gibbeuse, ouais. Et donc, il a mis ça de côté, quoi, pendant toute sa vie, alors qu'il a bossé là-dessus, quoi. Mais aussi, les relations qu'il a eues avec son mentor qui est mort en disant qu'il il doutait un peu de ce qu'il avait fait de sa vie. Lui, il s'est dit qu'il fallait qu'il donne un sens à la vie de son mentor. Et en fait, là, il y a aussi, je trouve qu'il y a aussi tout cet aspect qui est super intéressant, c'est l'aspect émotionnel aussi de ces recherches-là, des attachements qu'on a, des affects, qui peut complètement modifier ça. Et lui, il va mourir De l'honneur, en... quelque part. Oui, et Aussi, de ouais. l'honneur aussi, ouais. Et lui, il va mourir techniquement en se disant qu'il a passé sa vie en fait à courir après des fantômes, des trucs qui n'existaient pas, alors qu'il avait peut-être une preuve devant les yeux, il avait peut-être vu quelque chose en fait finalement qu'il fallait prendre en compte, quoi. Enfin voilà, ce personnage-là en fait, il est intéressant parce qu'en fait c'est un scientifique un peu dogmatique, mais en même temps il n'a pas trop le choix parce qu'ils sont dans une société où il y a une interdiction de remettre en cause le modèle. Mais même avec lui-même, il s'est jamais interrogé sur l'héliocentrisme, quoi. Et lui, son but, c'est ce qu'il dit bien pendant un moment dans la série, c'est que il veut prouver le modèle ptolémaïque. Il n'y a que ça qui le porte, quoi. Il veut des nouvelles idées, etc. Mais en fait, il a jamais. Et là, c'est le moment où on arrive en fait, ce qu'on arrive dans l'accumulation de problèmes sur un modèle. Et là, c'est généralement ce qu'on appelle le changement de paradigme qui va arriver. Et un nouveau paradigme va à ce moment-là s'imposer, quoi. Et là, c'est le cas de l'héliocentrisme. Ouais. Je note aussi que dès le deuxième épisode, au tout début du deuxième épisode, on pose les bases de pourquoi ça va être compliqué de faire accepter le modèle héliocentrique, du coup, et pas forcément pour les raisons qu'on imagine, puisque évidemment, une des premières raisons qui est citée, c'est le dogme. Donc c'est Rafale qui répond à Hubert après lui avoir dit en fait, la seule explication possible que je vois à tout ce que j'observe, c'est que la Terre bouge. Et Rafale répond je vois 3 problèmes. 1. Pourquoi, si la Terre bouge, je retombe au même endroit quand je saute? 2. Que vont penser les gens? Dieu a voulu mettre la Terre au centre de l'univers pour honorer l'humanité. 3. Pourquoi risquer sa vie pour une intuition? Après, ils vont échanger sur l'intuition en tant que motivation. On en a déjà un peu parlé. Le deuxième point, c'est le dogme, du coup, et il est quand même clairement bien établi. Mais le premier, du coup, on n'en a pas encore trop parlé, c'est que finalement, il manque un bout de connaissances scientifiques qui font que cette connaissance, elle est complètement contre-intuitive à l'époque. On ne sait pas ce que c'est que la gravitation, elle n'est pas du tout théorisée, et il faudra attendre Newton au XVIIe siècle pour avoir une idée de pourquoi, effectivement, si la Terre bouge, on n'est pas en train d'aller flotter librement dans l'espace, quoi. Donc... Oui, et puis même l'espace, c'est un concept très particulier, hein, parce que avant qu'on déjà, découvre que c'est du vide complet, on pensait qu'il y avait de l'éther, l'éther, etc. Oui, voilà. Ouais. Donc, ouais, c'est difficile de montrer des choses qui peuvent nous permettre de nous mettre dans la position d'un observateur qui pourrait transmettre facilement ce qu'il a observé pour dire, regardez ce qu'il y a qui n'est pas logique, voilà comment les choses devraient fonctionner, voilà ce qu'on observe en réalité, et pourquoi du coup ça ne veut pas fonctionner. Je pense qu'un des meilleurs exemples, je ne sais plus à quel épisode c'est, mais Hubert demande à Rafale de courir, je crois, c'est ça. Et en fait, donc, il met un peu en pratique, sans trop le savoir assez intuitivement, Sebadeni-Oxy. Sebadeni-Oxy, pardon, ouais. La relativité du mouvement entre deux astres célestes, du coup, qui peut expliquer pourquoi, en fait, on n'observe pas la même chose, parce qu'on n'est pas au centre, en fait. Voilà. Et ça, c'est par rapport à vachement bien Mars, expliqué notamment. dans la série. Ouais, c'est ça, par rapport au mouvement de Mars qui se met à reculer. Du coup, il dit, voilà, le seul truc qui peut expliquer que Mars soit en train de reculer, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné, on la dépasse, parce qu'on est plus près du Soleil, et on va plus vite. Et ça, c'était fascinant. J'avais jamais entendu parler de cet exemple très concret d'expérience qu'on peut faire à des collégiens, et qui est hyper intuitif. Même moi, j'ai encore du mal à me le représenter, en fait, même dans la série, je t'avoue. Il faudrait que je le fasse réellement pour que je vois ce que ça représente, mais oui. Et de la même manière, c'est souvent des petites expériences comme ça qui vont faire avancer le problème, parce que même Rafale décide vraiment de se mettre dans cette idée-là. À partir du moment où il va chuter et au moment où il va bouger, il va voir le ciel bouger en même temps, quoi. Et il va se dire, putain, c'est pas le ciel qui a bougé, en fait, c'est moi qui ai bougé. Et pourtant, j'ai vu le ciel bouger, quoi. Et donc là, c'est techniquement le biais de l'observateur qui découvre, quoi.
Donc oui, il y a plein de petites expériences comme ça qui sont assez intéressantes, même si en fait la série, je pense par facilité aussi scénaristique, parce que sinon ce serait trop compliqué, ne rentre pas dans l'exact, enfin dans des conceptions encore plus complexes sur ces Ben oui. modèles-là. Et c'est le bon choix. Notamment Parce que dans ça tout en fait, ça en notamment, ouais. fait. Non, vas-y, développe. Non, je disais notamment dans le travail de Badeni, le travail de Badeni est complètement inconnu en fait. Quand il dit Bien ça sûr. y est, je l'ai prouvé, on a un truc rapide avec les ellipses, mais on comprend pas exactement tout ce qu'il a écrit, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que son travail là, lui, ne va servir à rien, alors que c'est le travail de Ozzy, qui est en fait pas vraiment une vulgarisation, mais vraiment un livre, on peut dire philosophique, Mm. enfin, des réflexions d'une personne sur le monde, qui est beaucoup plus puissant finalement que les travaux de Badeni, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une vulgarisation à l'extrême en tant qu'idée portée par le mangaka pour dire c'est comme ça que se transmet la connaissance par la force de l'idée qu'il apporte, hein. Et en même temps, c'est aussi un choix scénaristique pour faire la même chose d'un point de vue intradégétique, parce que je trouve que c'est un excellent support pédagogique pour des étudiants enfin plutôt des lycéens. Je pense que c'est plutôt voilà pour des lycéens pour les introduire à l'histoire des connaissances, quoi. Faut voir à quel niveau, hein, parce que en fait, faut arriver à faire le tri dans l'ensemble des concepts, à mon sens, philosophiques, ou en tout cas des thèmes abordés au niveau philosophique dans la série. Mais notamment ce passage, je pense que jusqu'à la fin de l'arc Oxy Badeni, il y a pas mal de choses à dire sur la science. Ce qui est Via, intéressant je avec crois que le, ouais, ouais, ce qui est intéressant avec le travail d'Oxy, en fait, c'est ce que j'aime bien, c'est ce personnage-là. Alors, faut bien repartir que le personnage, il est illettré, hein, il est analphabète. ouais, Euh, c'est un personnage vraiment franchement, je trouve que c'est le personnage le plus attachant de tous, en fait, en vérité. oui, c'est Parce vrai. qu'il a une. Alors, pourtant, c'est un des personnages les plus violents. C'est sans doute un des plus grands tueurs. Bon, je pense pas qu'il arrive à la cheville, quand même, Mm. de l'Inquisiteur, hein, mais De l'inquisiteur. de Novak. Mais lui-même a Novak. tué énormément de personnes de sang-froid. Mais il a une espèce de. Je trouve que c'est un espèce d'enfant, en fait. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on lui dit de faire. Et il redoute complètement la vie, en fait. Il a peur de la vie. Et il a peur de la mort. En fait, il est complètement apeuré, ce pauvre personnage. Et en fait, c'est vraiment cette idée-là d'évolution des idées, de peut-être retrouver Mm. un contrôle sur le monde qui l'entoure, qui va le porter. Et je trouve que c'est D'émancipation. aussi, Ouais. ouais, voilà. Et je trouve que c'est aussi un des personnages. À la fois, c'est un des personnages les plus intéressants parce que c'est un des personnages qui évolue le plus. C'est un des personnages les plus attachants parce que il n'est pas parfait, très loin de là, mais tout ce qui le motive, c'est des super motivations en fait. Et comment dire, voilà, c'est ce personnage-là donc qui va écrire un bouquin en fait qui va pas être un bouquin en fait de comment dire de science en soi, c'est-à-dire qu'il va apporter des arguments à l'héliocentrisme, mais je crois qu'il va en fait son bouquin c'est un bouquin d'épistémologie des sciences en fait. C'est-à-dire qu'il va théoriser en observant, en fait c'est presque une sociologie, un premier sociologue des sciences en fait, en observant les gens qui Mm. l'entourent, il va essayer de comprendre comment est-ce qu'on construit la connaissance finalement et comment est-ce qu'on retrouve du contrôle sur le monde quoi. Et c'est là qu'il arrive, Badeni qui est quand même un mec extrêmement cultivé, qui a énormément de connaissances, qui est extrêmement hautain, hein. D'ailleurs c'est un personnage complètement Oui. désagréable et horrible que moi je n'apprécie pas du tout voilà, en tant que personnage, enfin, qui a énormément de. Mm, mm. C'est volontaire. Oui, je pense que c'est volontaire parce qu'en plus ça va avec enfin voilà avec pas mal de choses et Oxy va arriver en fait à le faire beaucoup de points sur notamment l'idée de la transmission et sur l'idée notamment en tout cas il va apporter des nouvelles idées notamment sur la science et notamment par rapport à Rafale parce que Rafale il s'est lancé tout seul aussi mais lui Oxy il va carrément théoriser en fait dans la série l'idée que la science ça ne se construit pas tout seul. En voyant le comte Mm. Piastre, il a bien compris qu'en fait, on ne peut pas construire une science tout seul, il faut être ensemble, il faut échanger ensemble. Et je vais finir sur cette idée-là en disant que la série entière, pour moi, c'était ça. L'idée, une des idées principales de la série, c'est que la science, c'est pas juste la recherche de la vérité, c'est pas juste ça, c'est bien plus complexe que ça. C'est un ensemble de personnes qui, motivées par des choses différentes, vont contribuer peu à peu à ce que la vérité s'impose. Et ça va avec l'idée de Rafale au tout début, qui, moi, je trouve est une des idées en fait qui porte la série parce qu'elle est énoncée au début et que c'est ça qui va prouver la série. C'est-à-dire que
le dogmatisme, en fait, ne peut pas survivre parce que, de fait, la vérité va s'imposer d'elle-même. Et je trouve que la série est très intéressante et je pense qu'elle apporte énormément de choses là-dessus. C'est-à-dire qu'il dit à l'inquisiteur, de toute façon, vous pouvez me tuer. Il y a des gens qui arriveront derrière moi, même si vous détruisez mes travaux. Les travaux, ça permet d'aller plus vite, mais même si vous détruisez mes travaux, il y a des gens qui vont refaire les calculs par derrière, ils vont retrouver les mêmes résultats, et de fait, ils vont arriver aux mêmes conclusions. Et donc, vous vous battez contre la vérité, et vous ne pouvez rien faire contre ça. Voilà. 何度でも何度でもスケブこのくらいよルの怪獣になってもここに残しておきたいんだよこの秘密を